Et on aurait pu dire que les sciences sociales, finalement, elles ont acquis une sorte de légitimité dans le champ de la recherche sur le VIH, parce qu'elles étaient utiles pour aider la prévention et la prise en charge. Et dans la perspective, on peut rappeler la première conférence, en tout cas en Afrique, de Bingerville, sciences sociales, où on a fait une sorte d'état des lieux de la recherche en sciences sociales en Côte d'Ivoire et dans quelques pays d'Afrique. On peut parler des précurseurs, en tout cas ceux qui ont joué un rôle important, Vidal Bozon, les travaux de Proteino au Rwanda. En Côte d'Ivoire, le professeur Yeo a rappelé le travail de Kabé Gozé et du professeur Béli Seri. Et à cette conférence, j'ai repris un peu les propos de Mehmet Fauté, qui considérait que les sciences sociales dans ce cas de figure étaient finalement obligées étaient sommées de montrer leur utilité politique et sociale. C'est-à-dire que finalement, les sciences sociales, elles devraient être utiles à l'action publique ou politique. Et de ce point de vue, elles devraient donc être dans une collaboration beaucoup plus proche avec la santé publique. Et il disait à l'époque que le SIDA a finalement réconcilié les chercheurs en sciences sociales avec le pouvoir public, et que la prévention et la prise en charge du VIH pouvaient ainsi être des objets de connaissance. Objets de connaissance et donc sciences sociales utiles pour la santé publique. Ensuite, on a eu, je rappelle rapidement la conférence qui a eu à Sali, où on est allé plus loin qu'un état des lieux de ce que les sciences sociales pouvaient apporter utilement, et on a beaucoup réfléchi sur les questions éthiques, méthodologiques et politiques soulevées par le VIH dans le domaine des sciences sociales. Et j'ai l'impression que quelque part, c'est ce qui nous réunit encore une fois aujourd'hui ici, mais probablement dans un autre contexte. Et ça pose la question de la capitalisation. Parce que ce débat que nous avons aujourd'hui, que nous continuerons à avoir au cours de ces jours, c'est le débat qui a eu lieu. Mais ce n'est pas grave, parce que les sciences sociales procèdent ainsi à une réflexivité permanente où on réfléchit à tout moment sur ce que nous faisons. Et ça pose le problème de la capitalisation. Et lors de cette conférence, Christine Bobo avait développé une communication sur les apports et les exigences des sciences sociales, en montrant que les cultures, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à un moment où les cultures étaient une sorte de blocage à l'intégration du biomédical, finalement les cultures pouvaient être des réalités qui accompagnent le changement social. Et que les sociétés avaient des capacités d'action novatrice et d'inventivité. Cette capacité des sociétés africaines à répondre à l'épidémie va contribuer aussi à favoriser les mobilisations collectives à un moment. Mais elle appelait à un besoin d'humilité face à un objet de recherche qui n'était pas commun. Elle demandait aux sciences sociales d'être humbles. Peut-être qu'elle ne l'était pas avant. Pourquoi elle ne l'était pas? Je pense qu'il y a une réflexion que nous devons mener, et je propose en tout cas dans ma dernière partie de ce soir. Vicky m'a parlé de la révolution thérapeutique. J'essaie d'attendre cette révolution thérapeutique, comment les sciences sociales vont se remobiliser. L'arrivée des traitements par thérapie a constitué une révolution. On sait qu'il y a une mobilisation des associations malades, une baisse de 80% de la mortalité des personnes contaminées, la sexualité des séropositifs sans risque de contaminer le patient. Ces succès sont révélateurs à la fois de la contribution médicale, mais sont aussi révélateurs de la contribution des sciences sociales. Ces succès, cette révolution thérapeutique va être aussi un tournant important pour les recherches en sciences sociales sur le site. De quelle manière?
géographique, la distance sociale était gage de la scientificité de l'objet des sciences sociales. Or, on est passé de cette distanciation à une volonté d'implication et d'engagement des sciences sociales. Ce qui, pour moi, a posé d'autres enjeux pour les sciences sociales. L'extériorité critique, mais la science doit être, il faut qu'elle soit, les sciences sociales puissent faire. On nous a demandé de nous engager beaucoup plus politiquement auprès des communautés concernées. On nous a demandé d'avoir beaucoup plus de pratiques de recherche qui aient une utilité et donc qui puissent déboucher sur des conclusions opérationnelles. Ce que nous ne faisions pas forcément. Cette implication, est-ce qu'elle doit faire en sorte que la fonction critique, qui est à la base et au fondement du discours de sciences sociales, est-ce que l'implication doit conduire à perdre cette fonction critique? Je ne le pense pas. Et nous savons tous que cette fonction critique a rendu difficile la collaboration des sciences sociales avec la santé publique, parce que à chaque fois que nous avons pu dire ce qui ne marchait pas, nous avons dû être considérés, peut-être malencontreusement, comme ceux qui défendent les communautés, plutôt que de parler d'autre chose. Ça, c'est dans l'histoire de cette implication des sciences sociales. Quoi qu'il en soit, les travaux de sciences sociales ont permis des avancées. Mieux comprendre et susciter les mobilisations collectives. Je salue le collègue Fred Bongo pour le travail des Sud-Occident, qui a montré comment la société civile s'est mobilisée avec les translations du nord au sud, du sud au nord, et qui, à mon avis, posait déjà les jalons d'un travail multisitué de la global health, parce que le sida ne s'inscrivait pas dans une seule territorialité, mais concernait plusieurs territorialités. Alors, en sciences sociales, qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir tenir compte de ces différences de spatialité et de ces différences de temporalité pour mieux servir l'éclairage de la lutte contre le VIH? Ces mobilisations ont été importantes parce que Binkim a rappelé comment, dans cette boucle-là, ce sont les communautés qui vont demander à un moment d'avoir beaucoup plus de prévention et comment la PrEP, un aspect et l'autre, ne sont que la résultante de ça. Et comment cela va créer de nouvelles relations sociales. Est-ce que ces nouvelles relations sociales, est-ce qu'on les a appréhendées suffisamment? Je ne pense pas. Si on se rappelle ce que Jean-Pierre Safran appelait les problèmes négligés dans le champ de la santé. Les problèmes négligés par qui? Par les recherches en sciences sociales, parce que ces recherches ont à un moment été inféodées à la commande biomédicale. Et pas une recherche en sciences sociales qui puisse identifier par elle-même des problèmes de recherche. Ces avancées significatives reposent toutefois la question de l'implication et de l'engagement des sciences sociales. Et on peut se poser la question de savoir, est-ce que finalement cette implication nous a fragilisés ou est-ce qu'elle nous a renforcés? Ce n'est pas un discours accusateur, mais c'est un retour réflexif sur notre présence et notre engagement auprès des sciences médicales. Nos méthodologies ont été longtemps considérées comme des étrangetés scientifiques. On nous a demandé d'être beaucoup plus quantitatif et que le qualitatif, finalement, c'est comme si ça ne faisait pas partie de la science. Probablement, à un moment, nous avons cédé le pas. Nous avons cédé le pas, alors qu'il était important de montrer du point de vue méthodologique en quoi ce que nous pouvons faire avec le quantitatif, en s'ouvrant forcément à d'autres méthodologies, et que ça pouvait faire œuvre de science. Au-delà du problème de l'autonomie du discours. Aujourd'hui, il y a de nouvelles questions qui se posent, en particulier dans le champ du VIH. Il ne s'agit plus aujourd'hui, avec la fin de l'épidémie, comme dit Vin, il ne s'agit plus seulement de travailler sur la sévérité du VIH qui s'est amoindrie du fait des traitements. Il ne s'agit plus de décrire des pratiques sexuelles. Il ne s'agit plus de juste surveiller l'évolution des taux, etc. Il ne s'agit plus d'identifier les publics vulnérables. On a fait
Les nouveaux enjeux aujourd'hui, les enjeux de la prévention sont devenus plus complexes, comme l'a dit Phil, avec les problèmes d'inégalité et autres. Et cela repositionne et re-questionne le statut des sciences sociales dans ce domaine-là, à travers les nouvelles stratégies de lutte, aspect, traitement, etc., la circoncision masculine, mais aussi les enjeux de pouvoir et la question du financement. Je ne suis pas là pour présenter des résultats de ce point de vue. Mais ces nouvelles questions nous amènent un peu à nous poser, de voir qu'il y a donc d'autres enjeux. Et ces enjeux, la question politique est un des enjeux. Comment on est passé de la culture aux politiques. Je citais Eboko ici qui disait que, appelé en renfort de la biomédecine pour appréhender les cultures face au sida, les anthropos sont finalement revenus avec des escarcelles qui étaient pleines de problématiques de rupture avec le culturalisme. Parce qu'on nous a demandé de montrer en quoi la culture, etc. Aujourd'hui, faut pas de l'anthropologie à la science politique. Il y a des travaux intéressants de Altman sur l'analyse politique et l'analyse de la réponse au VIH. La question de la gouvernance de la lutte contre le VIH aujourd'hui, avec le changement, on est passé de l'ancien modèle de financement du Fonds mondial au nouveau modèle de financement qui pose d'autres enjeux et d'autres questions de sociologie, d'anthropologie, d'histoire. Donc ça, je pense que c'est les travaux de Fred Foucault qui montrent la nécessité de questionner les dimensions politiques dans ce cas de figure. Alors, maintenant, depuis plus de 20 ans, tout ce que je viens de dire ici a été dit, développé, largement réarticulé dans les discours. Les sciences sociales ont permis de faire des avancées. En matière de recherche, on connaît et on reconnaît mieux les facteurs sociaux et culturels de l'attroupement. On comprend et on prend en charge maintenant les sentiments de peur, de discrimination, de déni face à l'économie. On sait qu'il y a un besoin d'implication et de l'engagement des communautés et des personnes vivant avec le VIH, ce qui était essentiel pour la réponse. On sait qu'il y a des capacités d'action et d'initiative et de réponse par les communautés. Alors, on le sait, et pourtant lorsque Ebola, on a connu Ebola, on a eu l'impression que tout ça a disparu. Et cette question, on ne la pose pas à la santé publique. Au-delà de la santé publique, cette question elle se pose à nous en sciences sociales. Pourquoi, si on considère que SIDA et Ebola c'est pratiquement le même combat, pourquoi on a connu les échecs? L'épidémie d'Ebola est à plusieurs titres assez proche du VIH. Quand je dis assez proche, ce n'est pas du point de vue épidémiologique, mais c'est du point de vue, pour le sociologue, l'anthropologue que je suis, du point de vue des réactions, des attitudes qui se sont développées. L'importance des préjugés et des idées reçues. Ce qu'on a connu dans le VIH, on l'a connu dans Ebola. Ce que Facet avait appelé l'économie morale du soupçon et l'économie morale du ressentiment, on l'a connu dans Ebola. On sait comment en Guinée on a dit oui, c'est la France, ou c'est Alpha Condé, ou c'est les Blancs qui sont venus apporter la maladie. C'est le même discours dont parle Frédéric de Marcy dans le cadre du VIH en Afrique du Sud, etc. Les attitudes de stigmatisation, de discrimination, les modes de traitement qui rappellent le sida, ces modes de traitement, c'est la quarantaine, c'est l'isolation, c'est qu'il disait tout de suite. En fait, on demande aux gens de se prévenir pour protéger les autres. La quarantaine qu'on a connue dans Ebola rappelle aussi ces modes de traitement. Et en même temps, de la même manière que les sciences sociales ont été sollicitées au début de l'épidémie, les sciences sociales ont été sollicitées dans Ebola. Cette sollicitation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date des années 70. On connaît les travaux de sciences sociales qu'il y a eu dans Ebola. Et c'est les mêmes personnes qu'on a retrouvées dans l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Anthropologues pour reposer les mêmes problèmes qu'ils ont posés il y a 20 ans. Et on peut se demander qu'est-ce qui a été fait. L'histoire finalement se répète avec Ebola. Et cette histoire
biomédicale et peu socialisée. On a reparlé des théories du complot, de la critique des élites sociopolitiques, de la faible reconnaissance des capacités d'acteurs des communautés. On voit bien comment toutes les élites sociopolitiques ont été remises en cause en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria. Le manque de transparence dans l'approche, la faible ou la tardive mobilisation politique des États africains et l'impréparation des communautés alors que Ebola survient en Afrique de l'Ouest pour la première fois, certes, mais en Afrique, ça date de plus de 20 ans, et qu'avant Ebola, il y a eu aussi SIDA. Ces échecs rappellent donc les échecs, rappellent plutôt les enjeux du VIH dans les premières années. Et comme le disait Ronnie, l'histoire se répétant, les mesures punitives irrationnelles déployées pendant l'épidémie du VIH ont été réactivées par une autre maladie, en montrant d'ailleurs que cette mise en quarantaine et autres ne datait même pas du VIH, que c'était bien avant le VIH. Il y a eu les mêmes pratiques de quarantaine par le gouvernement fédéral lorsque il y a eu des soupçons de propagation de la gonorrhée, etc. Ça veut dire qu'il y a des enjeux du travail des sciences sociales dans le champ de la santé et que ces enjeux-là, nous devons en discuter. Et c'est le moment, dans le cadre de ce colloque, probablement plusieurs présentations vont revenir sur les dimensions historiques. Si les leçons apprises du VIH n'ont pas servi, c'est d'abord en raison d'une déficience dans leur capitalisation par la santé publique, mais aussi par les sciences sociales. Par les sciences sociales en particulier, les effets de génération. On a l'impression que nous, la nouvelle génération, on vient faire des travaux et c'est comme si on ne sait même pas qu'il y a un ensemble de travaux, un ensemble de débats qui se sont posés avant. Et on n'en fait pas cas suffisamment et c'est comme si on était en train de réinventer la roue. Ces effets de génération sont juste sous-tendus aussi par les clivages et l'absence de tolérance entre la diversité des paradigmes théoriques. Donc chaque école voudrait faire valoir ce qu'elle entend, ce qu'elle considère comme étant la vérité. Et on n'ouvre pas suffisamment la carrière des étudiants à mieux tenir compte des autres possibles. Et c'est extrêmement important, cette capitalisation, elle ne peut passer que par ça. Sinon, on va réinventer la roue. Mais du point de vue de la santé publique, j'ai l'habitude de dire que le dispositif biomédical est têtu. Il est têtu parce qu'il est faiblement socialisé. Et ce qui s'est passé dans Ebola, c'est qu'il y a une faible socialisation de la riposte. Tout ce qu'on sait de l'épidémie d'Ebola, on ne l'a pas suffisamment réutilisé parce qu'on est dans la culture de l'urgence pour Ebola, mais on est aussi dans une approche biomédicale qui ne reconnaît pas les capacités d'acteurs, qui ne reconnaît pas les capacités d'initiative et d'inventivité des sociétés. Or, ça c'est un résultat fort de l'épidémie d'Ebola et qu'on connaît. Pour terminer mon propos, je voudrais faire quelques retours réflexifs sur maintenant les sciences sociales dans le champ de la lutte contre le VIH. Je vais lancer un peu dans la mare quelques éléments de réflexion. Je n'ai pas la prétention d'achever ce débat-là, mais je pense qu'il mérite d'être posé pour que nous puissions, en tout cas, en parler, parce que les enjeux, ce n'est pas seulement pour le VIH, mais les enjeux, c'est pour les sciences sociales dans le champ de la santé. Alors, je pense que je suis en train d'avoir le même problème que Vin. Est-ce que vous pouvez retourner un peu pour moi? En arrière, oui. Sinon, je vais... Oui. Je termine, il me reste 3 diapos.
Alors, il se pose d'abord, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est l'enjeu de la codisciplinarité. J'utilise plus le concept de codisciplinarité parce que, pour commencer, aujourd'hui, on se plaint beaucoup, on dit en sciences sociales, et ça c'est un chercheur américain qui disait que souvent les sciences sociales sont là pour se plaindre, ont tendance à radoter, se plaignent souvent d'être des enfants pauvres de la recherche et de ne plus être assez écoutés par les acteurs qui mettent en œuvre la lutte contre le sida. Oui, so what? Si on se plaint, est-ce que ça fait avancer? Ça pose, Diapo, ça pose la question de la codisciplinarité. Et qu'est-ce que, s'il y a besoin d'innover dans le champ de la recherche en sciences sociales, la codisciplinarité, aujourd'hui, il est clair que les sciences sociales sont des sciences qui peuvent contribuer dans le champ de la lutte contre le VIH, mais à quel prix? Est-ce que la codisciplinarité, c'est de répondre juste à des demandes, de la biomédecine? Le bien fondé de la collaboration, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On a quelques exemples de collaboration et je voudrais en parler ici rapidement. L'apport de la démographie, par exemple, dans une recherche clinique avec le TASPE, l'ANRS 12249. Aussi, épidémiologie et socio-anthropologie avec Andy VIH, qui sont en fait des programmes de collaboration entre les sciences sociales et la santé publique. Toutefois, ce dialogue pose encore des défis. Alors, est-ce que les sciences sociales doivent toujours être là pour montrer la pertinence de leur champ, pour se défendre ou pour montrer ce qu'elles peuvent faire en tant que science? Comment démontrer et garder notre identité tout en s'ouvrant aux autres disciplines? Cela demande des sciences sociales réflexives, mais cette réflexivité, elle ne tient pas seulement à nos objets de recherche. Cette réflexivité, elle ne tient pas seulement à nos outils. Cette réflexivité, elle tient aussi à la discipline elle-même. Pour moi, il y a une nuance. Je milite, moi, pour une codisciplinarité active où on pourrait nous poser des questions, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans le cadre de Ebola en Guinée, dans le cadre de l'essai vaccinal dans lequel je travaille, où nous posons des questions de recherche qui ne nous sont pas forcément imposées par une équipe biomédicale, mais comment poser ces questions pour mieux servir la collaboration avec les biomédicaux. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre à l'écart, mais il est urgent et on a besoin d'une autonomie dans le questionnement pour pouvoir mieux servir la réflexion. Quels ajustements pour finir? Alors, manque de capitalisation. On sait qu'une rencontre comme ça a eu lieu à Toulouse, à Madès, où on a réfléchi dans le cadre des assises de l'anthropologie de la santé, où on a réfléchi sur les défis des sciences sociales dans le champ de la santé. Et je fais exprès de rappeler les défis qui étaient posés par Raymond Massé, qui faisait la synthèse, où j'étais présent. Ces 5 défis-là, depuis 2010, on les retrouve encore aujourd'hui. On les retrouve encore aujourd'hui. Et pour moi, ça veut dire que, est-ce qu'on a suffisamment avancé dans le champ des sciences sociales, ou est-ce qu'on a encore besoin peut-être d'avoir cette autonomie dans le questionnement pour pouvoir gérer ces défis? Je vais terminer par 4 réflexions. Éviter le mythe pour moi, il y a un mythe du terrain aujourd'hui. On va nous appeler anthropos, sociaux. Oui, on va faire du terrain. Et tout le monde dit aujourd'hui faire de l'ethnographie. Et j'ai l'impression que c'est une ethnographie au rabais. Mais parce que c'est une ethnographie telle que voulue par les médecins et la santé publique, et pas une ethnographie du point de vue des sciences sociales. Tout le monde dit faire du terrain, et on se cache derrière, mais en réalité, on ne fait pas du terrain. On ne fait pas de l'ethnographie, on fait une sorte d'ethnographie.
il y a un besoin d'une meilleure capitalisation des connaissances accumulées sur l'épidémie dans le domaine. Enjeu de transmission des savoirs, mieux partager les résultats pour éviter les effets de génération et les clivages. On a besoin de réfléchir sur des concepts, des théories et des méthodes renouvelées. Il ne s'agit pas de dire que oui, c'est comme si les sciences sociales se sont arrêtées dans le temps. Comme disait Edgar Morin, elles sont dans l'air du temps. Et comme elles sont dans l'air du temps, elles doivent aussi avancer et réfléchir sur les postures épistémologiques, méthodologiques, etc. Mais nous avons besoin de réfléchir sur des concepts à nous et pas sur des concepts imposés. J'en voudrais pour preuve ce que j'ai fait avec les collègues Frédéric Lemarcy, Vin Kim, Ramatou et Draogo sur le concept de réticence qui a été monté et créé de toutes pièces en Guinée, alors que ce concept ne correspondait pas à une réalité sociologique ou à une réalité anthropologique. Plutôt le concept qui valait la peine d'être repris par les anthropologues, c'était celui de la reconnaissance ou celui de, comme le disait Alice Desclaux, de la défiance, beaucoup plus que la réticence. La Global Health, aujourd'hui, il nous faut beaucoup plus de travaux comparatifs multisitués en tenant compte de la diversité des échelles d'analyse. Je n'ai pas le temps de développer là-dessus. Nous avons besoin de plus de diachronie dans les travaux, en prenant en compte les temporalités, parce que c'est comme si on commence à travailler, pour certains, on commence à travailler sur le VIH en 2010, alors qu'il y a tout un ensemble de travaux en sciences sociales qui ont été déjà faits. Beaucoup plus de réflexivité, mais aussi de symétrie dans les travaux. Je pense que les sciences sociales doivent revenir à ce qui les a caractérisées depuis longtemps, cette fonction critique, mais qui est une critique réflexive et une critique qui permette, dans la symétrie, de pouvoir regarder des deux côtés et ne pas être seulement ceux qui regardent du côté de la culture, du côté des communautés et du côté des populations, mais regarder de l'autre côté pour mieux comprendre. Et je terminerai par ce que Laurent Vidal a appelé l'intérêt de la restitution, qui est pour moi un enjeu méthodologique important. Comment restituer? Et en restituant, nous ne faisons que retravailler sur le substrat méthodologique de notre discipline et nous partageons avec les autres pour une meilleure objectivation de la connaissance. J'ai voulu faire ce retour-là, ces retours réflexifs avec les enjeux nouveaux. Non, ce ne sont pas des enjeux nouveaux. Ces enjeux datent de longtemps, mais qui doivent être renouvelés et réarticulés à la lumière des nouveaux contextes avec des épidémies qui vont revenir. Les épidémies ne vont pas cesser. On peut déclarer aujourd'hui la fin du VIH. D'autres épidémies reviendront. Et ces épidémies reposeront les enjeux des sciences sociales dans le champ de la santé. Il est urgent pour nous, en tout cas, et j'espère que ce colloque sera cette occasion pour que nous puissions mieux réfléchir sur ces questions. Je vous remercie.